Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous continuons avec la série, je pourrais dire, sur le système bancaire, le système financier, tant national qu'international. La semaine dernière, on se rappelle, on avait comme invité Maxime Descharles de l'Association professionnelle des banques pour parler des problèmes de banque correspondante, le de-risking. Et cette semaine, nous avons un invité international, un habitué de la maison maintenant. Il s'agit du professeur Éric Lamarque. Éric, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour et merci de votre invitation. Vous êtes encore en Haïti? Oui, vous voyez, j'ai tout fait pour revenir parce que j'étais content de ma première expérience il y a un peu plus de temps. Et donc, quand on a pu trouver un créneau avec l'INUCA pour venir faire cours, j'en ai profité. Et j'en profite aussi pour répondre à votre invitation pour ce magazine. Ça fait vraiment plaisir. Et dites-nous, quel cours vous enseignez là cette semaine? Cette semaine, 2 cours. J'ai commencé la semaine là, depuis lundi par un cours de management stratégique à destination des cadres de plusieurs entreprises et d'étudiants cadres aussi de l'INUCA pour leur apprendre, en tout cas pour discuter avec eux sur la capacité et la nécessité surtout de construire des plans stratégiques et d'avoir des plans stratégiques même si l'environnement est compliqué et changeant. Et puis j'enchaîne depuis ce matin sur un séminaire là plus destiné aux banques et à ceux qui travaillent avec les banques pour voir effectivement toutes les nouvelles règles et les évolutions importantes que le secteur bancaire va subir, tant au niveau international, mais aussi en quoi les pays émergents sont concernés. La banque du XXIe siècle, ça va être totalement différent du siècle dernier? Disons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à ce que sera la configuration de ces banques. Au niveau européen, on voit se dessiner 2 choses assez clairement. De plus en plus de digital, de plus en plus de banques online, surtout pour des services simples, pour des clients qui veulent avoir des relations assez simples avec leur banque. Et puis, quand le client va nécessiter des conseils, quand il va falloir interagir avec le banquier, là, on va voir revenir en force les conseillers privés, les conseillers d'entreprise qui vont aider les entreprises ou aider les particuliers à gérer leur épargne, à investir, à financer leurs projets. Donc on voit se dessiner effectivement, je ne dirais pas un modèle bancaire, mais 2 modèles bancaires, un modèle très online, très digital, et puis un modèle très relationnel où les clients seront toujours attachés à avoir des relations privilégiées avec un banquier. Donc voilà, donc c'est pas forcément facile à gérer pour les banques parce que ça nécessite des structures et des infrastructures assez différentes finalement dans les 2 cas. Donc les tâches répétitives, les opérations traditionnelles, ça va disparaître? Voilà, de plus en plus. On le voit aujourd'hui, si vous allez dans une agence bancaire en France, vous n'avez plus d'argent distribué au guichet. Ce ne sont que des guichets automatiques, que des ATM. Plus personne ne fait de transactions en argent liquide dans les agences. De même, la consultation des comptes, les virements, tout ça se fait aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui, la dernière statistique que l'on a de 2014, 17% des Français déclarent aller plus de 2 fois dans le mois à leur agence. 17%. Ça veut dire que les personnes ne viennent à l'agence vraiment que quand il y a des opérations qui sont très impliquantes, comme un crédit à habitat, comme négocier un découvert. Donc vraiment quand ils ont besoin d'interagir avec leur banquier. Mais aujourd'hui, toutes les opérations à faible valeur ajoutée, que la technique peut remplacer, eh bien les gens ne se déplacent plus. Donc le cash tend à disparaître dans ce sens? Oui. Très clairement, il y a une volonté des autorités européennes de voir le cash disparaître. Alors, la France, pour ça, a déjà fait beaucoup d'efforts. Le chèque était très utilisé, les cartes bancaires sont très utilisées. Mais vous avez encore des pays où la culture du cash est très importante, en Europe du Sud, même en Allemagne, où les billets de 500 € avaient été voulus par les Allemands, qui payaient encore beaucoup de choses en cash. Mais il y a une vraie volonté pour limiter les flux financiers clandestins, pour limiter, je dirais, la fraude fiscale aussi. Il y a une volonté de réduire au maximum le cash. Et je suis le mouvement aux États-Unis et je note qu'il y a des fermetures considérables de succursales, d'agences. Est-ce que c'est la même situation au niveau? Oui, c'est la même situation qui a démarré il y a 2 ou 3 ans. D'abord, la crise bancaire a fait diminuer les résultats des banques européennes. Donc les banques aujourd'hui européennes, à la fois à cause de la crise et puis maintenant à cause des taux qui sont très bas, ont des marges bénéficiaires qui se sont réduites. Donc elles sont obligées, si elles veulent maintenir leurs résultats et éventuellement les faire progresser, elles sont obligées de diminuer leurs coûts. Et c'est vrai que le réseau de distribution, le réseau physique avec les agences, ça coûte cher.
Donc, vous avez, en France, ça a commencé assez récemment, mais vous avez des pays où déjà les banques principales ont fermé jusqu'à 30% de leurs agences, notamment en Hollande, où le Rabobank, qui est une des 3 principales banques du pays, a fermé la moitié de ses agences bancaires. Et en termes d'emploi, ça veut dire quoi? Alors, en termes d'emploi, ce n'est pas des licenciements massifs pour le moment. Pour le moment, en fait, les gens qui travaillaient dans les agences sont réalloués dans la banque à des endroits différents. Ils répondent au téléphone, ils font des mails. Donc en fait, ils passent un peu de temps encore dans les agences pour certains, mais ils sont en contact avec les clients, justement avec tous les nouveaux canaux à distance, digitaux. Donc c'est un peu une réorganisation du travail qui est en train de s'opérer. Par contre, on voit que les nouveaux recrutements ont tendance à ralentir. Donc c'est vrai que c'est un secteur aujourd'hui où il y a pas mal d'inquiétudes du côté des salariés parce que on a très peur que la digitalisation et le online viennent remplacer les humains, hein, si j'ose dire. Bah, ce n'est pas encore tout à fait le cas à l'heure où je vous parle, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que c'est une inquiétude. Oui. Non, puisqu'on parle de stratégie, on doit voir plus ou moins le moyen et le long terme. Et vous travaillez sur l'Afrique également. Oui. Est-ce que ce que vous voyez en Europe, qu'est-ce qui se passe en Afrique dans ce mouvement numérique de digitalisation? Mais je pense que c'est un mouvement qui est assez général au-delà de l'Europe. Alors évidemment, l'Afrique a démarré un peu plus tard, et a pris des habitudes également qui vont faciliter cette banque à distance et tous ces échanges online. Beaucoup de transactions financières courantes en Afrique se font déjà sur les mobiles. Donc ce qu'on appelle le mobile banking, la banque sur le téléphone, est quelque chose qui, à mon avis, va avoir beaucoup d'avenir en Afrique et dans les pays émergents de façon générale. Je ne crois pas qu'on va ouvrir des dizaines et dizaines d'agences comme on l'a fait en Europe à une époque. Je pense qu'on va passer directement de pays peu bancarisés, parce que ces pays-là étaient peu bancarisés, à des pays bancarisés via les téléphones mobiles, via des smartphones qui sont aussi en train de se démocratiser, même si ce n'est pas les dernières générations de téléphones mobiles. Donc on voit que l'Afrique commence à accéder, pour beaucoup de pays, pas tous, mais pour beaucoup de pays, mais je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Cameroun, tout ça sont des pays où on voit des établissements financiers qui se professionnalisent, qui suivent les meilleurs standards européens. Et donc on voit une volonté effectivement de professionnaliser et de sécuriser de plus en plus le secteur bancaire pour attirer des déposants, parce qu'il est clair que attirer de plus en plus de déposants, c'est une condition, à mon avis, une des conditions importantes pour le développement d'un pays. Parlant d'Afrique, il y a un récent classement sur l'inclusion financière et numérique, et Kenya avec M-Pesa qui avait connu déjà un succès assez intéressant comme ça, se retrouve en première position. Bien sûr, on exclut les pays les plus avancés. Les pays émergents étaient là, le Mexique et d'autres pays asiatiques. Je pense que l'Afrique quand même a son mot à dire dans l'aspect d'inclusion financière et numérique. Oui, parce que d'abord, même si aujourd'hui on voit des résultats probants, on parle d'inclusion financière en Afrique depuis 20 ans. Donc c'est un mouvement qui s'est créé depuis 20 ans. Les institutions de microcrédit se sont développées énormément depuis 20 ans. Et je pense que, comme toujours, après avoir surtout fait du microcrédit et de la microfinance, maintenant les personnes, beaucoup de personnes en tout cas, qui sont passées par ce dispositif, arrivent dans le dispositif bancaire classique. Donc, grâce en plus avec les accès à distance, les connexions téléphoniques ou les connexions Internet, elles peuvent avoir, je dirais, une vie bancaire assez classique, assez normale. Et comme je vous l'indiquais et comme je le disais précédemment, c'est un facteur essentiel pour moi de développement. Vous avez une corrélation parfaite quand on fait des études entre le niveau de bancarisation d'un pays et d'accès aux banques et le niveau de développement. On en parlait la dernière fois lors de notre émission. En fait, c'est prouvé, plus vous êtes bancarisé, plus vous allez avoir... C'est prouvé en tout cas, on s'aperçoit que les pays les plus bancarisés, c'est-à-dire où les taux de bancarisation de la population atteignent les 50%, se situent dans les pays, je dirais, développés, arrivent à atteindre des niveaux de développement intéressants. Si vous prenez les pays les plus pauvres du monde, par exemple le Niger, où je me suis rendu il y a quelques temps, au Niger, vous avez 4% de la population qui est bancarisée. Vous le retrouvez parmi les pays les plus pauvres du monde. Le Maroc, qui, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, avait 20% de bancarisés et qui était une économie à peine émergente, aujourd'hui, vous avez 50% de la population qui est bancarisée, et vous avez les banques qui sont dans les meilleures banques mondiales. Attijari Wafa Bank, pour ne pas la citer, est aujourd'hui une des premières banques africaines pour tout le continent africain. Et quand vous la voyez fonctionner, quand vous voyez son information financière, quand vous voyez ses procédures internes,
elle n'a rien à envier aux meilleures banques européennes. Comme professeur de finance et particulièrement intéressé aux pays émergents et les pays moins avancés, actuellement Haïti, nous sommes le pays le moins bancarisé de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Notre niveau de pauvreté l'explique clairement, cette corrélation. Est-ce que vous avez suivi également les politiques suivies? Qu'est-ce qu'on fait exactement pour qu'on puisse augmenter le taux de bancarisation? Le taux il y a deux facteurs, hein. Enfin, je dirais deux facteurs qui sont sans doute liés. Évidemment, il y a un facteur qui est celui d'essayer d'améliorer la croissance du pays de façon à ce que les personnes soient plus riches, hein, il faut le dire comme ça, hein, gagnent davantage d'argent. Donc ça, c'est un phénomène qui est lié à l'économie du pays, à son organisation. Et puis, il faut que ça marche avec, je dirais, la confiance que l'on va mettre dans le système bancaire. Et pour que l'on ait confiance dans le système bancaire, là, c'est le régulateur, donc l'État, qui crée des lois et est capable de les faire appliquer. Donc ce qui permet la bancarisation d'un pays, c'est à la fois l'augmentation de la richesse globale de ce pays, même si les gens gagnaient $1, s'ils gagnent $2 par jour, $3 par jour, donc ça c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est de sécuriser le fonctionnement du système bancaire du pays, avec des régulations adaptées et en faisant en sorte que ces régulations soient adaptées. Et puis je dirais que la dernière des conditions, c'est aussi pour que des populations fassent confiance à la banque, il faut que le niveau d'alphabétisation du pays progresse, de façon à ce que les clients sachent lire des contrats, sachent lire des conventions, et puissent signer des documents dans les meilleures conditions. Voilà, donc je dirais qu'il y a 2-3 raisons principales qui font que le taux de bancarisation d'un pays s'améliore. Et si vous augmentez le taux de bancarisation, vous avez un stock d'épargne disponible dans les banques plus important, et si le système fonctionne correctement, ce stock d'épargne devrait être alloué à financer les projets de développement du pays, projets privés, ou éventuellement aider l'État en finançant sa dette publique pour pouvoir que l'État mène des projets. Donc, je dirais que c'est ça un petit peu le point de démarrage, ce qui initie, ce qui amorce le cycle vertueux du développement d'un pays. Donc vous voyez, c'est vraiment une stratégie globale qu'il faut avoir. Le problème souvent du développement, c'est qu'on finance une chose, donc c'est très éparpillé, pas très connecté, et on n'a pas de stratégie globale. Ce n'est pas une seule chose qu'il faut faire, c'est tout ça qu'il faut arriver à faire en même temps, et c'est ça qui crée une synergie positive. L'éducation financière, la culture économique, dans les pays les plus avancés en France, comment vous faites ça? Parce qu'on a tendance à ne pas parler d'argent dans le système éducatif. Comment très tôt que les jeunes puissent... Peut-être je vais vous surprendre, mais la culture financière même de la population française est très faible. Elle est très faible. Pour autant, ça ne les empêche pas d'être tous bancarisés. Pourquoi? Ça veut dire, mais dans le système éducatif, on n'a pas pensé à intégrer ça? Le système éducatif parle assez peu des banques, ou souvent ils en parlent de façon négative. Le système scolaire parle assez peu de gérer son propre budget, de gérer un budget. Il faut vraiment arriver dans les études supérieures, et parfois dans des études supérieures spécialisées, pour qu'on entende parler de gestion, de finances, etc. Je trouve que c'est une erreur. Je trouve que c'est une erreur, mais bon, c'est comme ça. Par contre, ça n'empêche pas les gens d'être bancarisés. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien que s'ils ne sont pas bancarisés aujourd'hui, dans le système qui s'est construit autour de la bancarisation, ils ne pourront pas accéder facilement à un emploi, à des paiements de certains biens, je dirais des documents officiels, etc. Donc ils ne pourront pas exister. C'est difficile de vivre là. Voilà. Par contre, le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est que globalement, l'alphabétisation est bonne, puisqu'aujourd'hui, même si on a des difficultés, 90% de la population sait lire et écrire, donc ils savent lire des contrats. Et puis après, le système repose sur la confiance. Donc aujourd'hui, le système français est très bancarisé parce qu'on a, malgré tout, confiance dans un État régulateur et un État qui contrôle, on a confiance là-dedans. On sait lire des contrats, etc. Et au total, ça suffit à ce qu'effectivement, on se tourne vers le système bancaire traditionnel. Même si on voit ici et là des initiatives, par exemple en France, depuis 2 ans maintenant, on peut ouvrir un compte bancaire tout simple dans les bureaux de tabac. Voilà, donc on cherche aussi à diversifier, et ça c'est un nouveau point intéressant, on cherche aussi à diversifier les points d'entrée dans le système financier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les banques sont en train petit à petit de voir arriver des nouveaux acteurs qui ne sont pas des banques, mais qui remplissent certaines fonctions plus simplement, mais comme s'ils étaient des banquiers. Donc ça, c'est pour les banquiers, puisque je suis administrateur, je vous l'avais dit, d'une banque, pour nous, c'est un sujet de surveillance, en tout cas, parce qu'on voit, ici et là, des acteurs qui arrivent à financer des entreprises, des acteurs qui arrivent à ouvrir des comptes. Je vous dis, il y a 2 ans, on n'aurait pas imaginé qu'un bureau de tabac, qu'un buraliste, puisse ouvrir des comptes bancaires, et aujourd'hui, vous avez 300 000 comptes
chez les buralistes français. Alors c'est très simple, il n'y a pas de découvert, donc c'est juste des comptes de dépôt pour faire des petites opérations, mais on s'aperçoit que c'est quand même un vrai succès, 300 000 Et les télécoms, comment cette intégration se fait? Alors les télécoms sont utilisés comme levier de service d'abord pour les clients, puisque aujourd'hui sur votre smartphone, je peux voir mes comptes, je fais mes virements, j'ai une vie bancaire normale, je dois passer dans mon agence 2 fois dans l'année pour vraiment voir des points tout à fait particuliers. La technologie permet de faire des opérations ici depuis Haïti sur mon ordinateur, depuis ma chambre d'hôtel si je veux suivre un peu des transactions que je dois faire, organiser des paiements, etc. Donc on a profité, on a utilisé et on a, je dirais, exploité au mieux aujourd'hui ce que permet les télécoms et la technologie pour faciliter la vie du client. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous arrivez, vous avez votre carte d'embarquement, vous avez déjà enregistré vos bagages, vous êtes au contrôle de sécurité sans avoir vu personne de la compagnie, parce que j'ai pris en charge tout un tas d'opérations. Et bien dans la banque, on fait exactement pareil. On cherche à faire en sorte que le client prenne en charge le maximum d'opérations et on garde dans l'agence, ou en tout cas dans la banque, les opérations les plus complexes qui nécessitent une interaction forte entre le banquier et son client. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Éric Lamarque, notre invité, on parle du système bancaire du 21e siècle. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gain à qui on client. Pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'es passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté la défense intérêt la fais affaire marché toujours Jean ou tablé ou toujours faire confiance passer le bas performance ou satisfait sans manque l'obs client Soje Bank toujours bas côté mes amis Soje Bank toujours bas côté Soje Bank toujours bas côté mes amis Soje Bank toujours bas côté Soje Bank. Nous sommes bien à la deuxième partie de l'émission. Éric Lamarque, notre invité, c'est la deuxième fois qu'il est avec nous en Haïti pour une telle émission. Éric, on en parlait tantôt du 21e siècle et un véritable bouleversement avec le monde du numérique. Mais il y a encore d'autres choses, de de-risking, qui est devenu maintenant un sujet d'actualité. Et en Haïti, nous sommes exactement dans cette situation. La semaine dernière, à votre place, j'avais le responsable des banques commerciales qui a attiré l'attention des autorités. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que vous travaillez également en Afrique sur ce sujet. Le de-risking, c'est quoi exactement? Ouais, aujourd'hui, dans la définition moi, que je donne de de-risking, c'est les banques européennes. Les banques européennes cherchent aujourd'hui à tout prix à minimiser leurs risques. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle réglementation de Bâle 3, qui est aujourd'hui en vigueur et qui est en train de s'implémenter petit à petit jusqu'en 2019, plus vous portez de risques, plus vous devez avoir de fonds propres pour assumer les conséquences potentielles de ces risques. Comme les fonds propres, c'est une ressource rare à trouver, que les bénéfices des banques sont en train de se réduire,
que c'est dur de trouver de nouveaux actionnaires parce que la rentabilité des banques a baissé. La solution trouvée par les banquiers, ou en tout cas l'option prise par les banquiers pour pouvoir avoir des fonds propres suffisants, c'est de sortir les risques de leur bilan et de sortir les risques de leurs relations. Donc qu'est-ce que ça provoque? Ça va provoquer parfois une moindre prise de risque de crédit. Donc vous avez des banques européennes qui prêtent moins facilement, ou localement, ou parfois à l'étranger. Donc si on prête à des États trop risqués, si on finance la dette d'États trop risqués, on doit donner des fonds propres importants. Donc on dit, à ce moment-là, on va ne financer que les États les plus sûrs. Donc ça pose des problèmes pour les États, les petits États, d'avoir le moyen de pouvoir financer leur dette. Et donc du coup, ils n'ont plus que le FMI ou la Banque mondiale pour pouvoir se retourner. Donc les banques classiques ne vont plus les financer. Autre exemple important, c'est les fameux risques opérationnels, et notamment le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La réglementation impose là aussi qu'on se protège contre les conséquences en termes de justice, en termes de procès, en termes de dommages et intérêts, en termes de réputation, impose qu'on se protège contre ça. Donc dès qu'une banque européenne trouve qu'un de ses correspondants n'a pas les niveaux de contrôle suffisants, porte des risques, et donc lui fait porter les risques, elle est fortement tentée, voire incitée, à arrêter la relation, à fermer le compte du correspondant, ce qui fait que la banque localement ne peut plus fonctionner. Et la Banque européenne, elle a allégé, comme on dit, son exposition au risque, et du coup, elle a les fonds propres suffisants. Elle n'est pas obligée de courir après des fonds propres pour supporter les risques qu'elle prend. Donc il y a une nouvelle, et c'est ce que j'explique aux étudiants en ce moment, il y a une nouvelle gestion bancaire qui est en train de se mettre en place depuis 3 ou 4 ans, qui commence à être totalement implémentée aujourd'hui, et qui fait qu'aujourd'hui, ce qui détermine les choix stratégiques d'une banque, c'est les conséquences en termes des risques qu'elle porte pour les 5 ans qui viennent peut-être. Donc évidemment, comme les fonds propres ne peuvent pas s'ajuster à la hausse facilement, j'ajuste les risques à la baisse. Et donc tout ce qui est facilement éliminable, enfin le de-risking, c'est tout ce qui est facilement éliminable comme risque de mon bilan, je fais la liste et j'enlève. Donc j'allège mon bilan des risques, alors que normalement une banque, son métier c'est quand même de porter gérer les risques. Et nous sommes totalement alarmés au niveau de la Caraïbe, puisque nos représentants particulièrement dans le Nord nous disent attention, je pourrais qu'on puisse avoir des relations dans le futur. Est-ce que vous retrouvez la même situation en Europe par rapport à l'Afrique? Beaucoup de banques françaises ont appelé leurs correspondants en banque africaine et leur ont dit qu'ils allaient fermer leur compte en dollars. Oui, les appels ont été déjà passés. Ah oui, les appels ont déjà été passés, et puis des nettoyages de comptes ont déjà été effectués. Parfois, je dirais de façon peu élégante, c'est-à-dire que c'était une injonction, c'est-à-dire dans 2 mois, vous n'avez plus de compte en dollars chez nous, terminé. Donc ça a parfois laissé peu de temps aux banques concernées pour se retourner et pour essayer de trouver une alternative. Mais le problème, c'est que si elles se tournent vers les banques européennes, il y a de fortes chances que toutes les banques européennes leur répondent à peu près la même chose, puisque je dirais c'est une stratégie qui est générale. Les banques américaines sont également dans des situations, d'après mes informations, où effectivement, quand la banque des pays dans lesquels elles veulent intervenir ne convient plus, si elles ne sont pas aux meilleurs standards, eh bien elles ne veulent plus avoir de relations financières ou de relations commerciales avec elles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques ici en Haïti, si le sujet se pose en Haïti, eh bien absolument elles doivent améliorer leur processus, améliorer leur contrôle interne et mettre en place des mesures pour que si une banque étrangère vient à Haïti et fait elle-même un audit de la banque locale, elle retrouve les procédures qu'elle-même adopte pour son propre pays et pour sa propre situation. Professeur de ton état et comme académicien financier intéressé au monde du développement, quelles conséquences ça peut avoir sur ces petits pays? La conséquence, c'est que quand une entreprise haïtienne va vouloir avoir des relations commerciales et donc après des transactions financières avec d'autres pays, ça sera extrêmement compliqué. Ça sera extrêmement compliqué de se faire payer en dollars dans un pays ou de se faire payer sur place. Si une entreprise française veut venir faire des opérations commerciales avec Haïti, elle reçoit une somme d'Haïti, la banque va dire « Attendez, mais moi, cet argent,
Est-ce que c'est vraiment une transaction? Enfin, les contrôles vont... voilà, donc ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va compliquer énormément les relations commerciales et financières entre Haïti et les pays qui veulent commercer à Haïti. Et donc ça va compliquer la vie des entreprises haïtiennes qui veulent exporter, ça va compliquer la vie des entreprises à l'extérieur qui veulent importer en Haïti. Donc ce n'est pas de nature à fluidifier les échanges commerciaux, et c'est de nature à ralentir ou continuer à ralentir le développement du pays. C'est ça le paroi de conséquences. National, Voilà. les emplois. Et ça oblige après les banques à fonctionner en circuit fermé ou avec éventuellement le voisin dominicain. Mais en fonctionner en circuit fermé, ça ne tirera pas le pays vers le haut. Ça va le maintenir dans son faible développement. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je dis ce matin en introduction de mon cours à l'INUCA, j'ai dit il faut que les banques haïtiennes, il y avait quelques banquiers haïtiens qui suivent la formation de l'INUCA de maîtrise en gestion financière, je leur ai dit il faut que les banques haïtiennes se mettent aux standards internationaux, même s'ils doivent prendre 4 ou 5 ans, parce qu'après, les banques étrangères auront du mal à justifier de la faible qualité du contrôle interne des banques haïtiennes pour justifier la fermeture des comptes en dollars ou le fait qu'ils ne souhaitent plus avoir de relations de banquiers correspondants avec des banques locales. Mais il va falloir montrer, comme on dit, patte blanche pour dire, regardez, je me suis mis aux meilleurs standards. Et ces standards sont connus. Hein. C'est 2% de la masse salariale consacrée au contrôle interne, c'est des rapports de contrôle interne, c'est un comité des risques dans le conseil d'administration. Il y a toute une série de dispositifs qui sont aujourd'hui en place, demandés par la réglementation de Bâle III. Au niveau européen, ça a été acté. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Dans ma banque, avant, on avait un comité d'audit et des risques unique, et maintenant, on a séparé le comité d'audit et le comité des risques. Donc, on a un comité des risques unique en charge de toute la supervision des risques par le conseil d'administration. Voilà, donc on est encore, nous aussi, en train de s'affiner et de préciser tout ce travail de gestion de risque. Alors, on parle de de-risking en disant, oui, mais on va alléger le risque. Je dirais qu'on allège le risque parce que pour l'instant, on n'a pas les fonds propres pour assumer les risques qu'on voudrait prendre. Si un jour les banques arrivent à retrouver des fonds propres importants grâce à des profits importants, elles pourront à nouveau, éventuellement, prendre plus de risques. Mais c'est vrai que tout ce qu'on peut éliminer facilement comme risque, nous aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile de dire « Oh, regardez cette banque, elle est à Haïti, le pays est compliqué, on n'a pas de visibilité, on n'a pas des chiffres qui sont sans doute fiables, je ne peux pas aller voir là-bas facilement s'ils ont des procédures de contrôle interne, écoutez, on ne va pas s'embêter, on ne fait plus. On est désolé, mais on ne fait plus. Voyez donc. Puisqu'on parle de stratégie, en vous suivant, donc, dans la première partie de l'émission, on parlait de moins de caissières et de caissiers, mais il paraît qu'on a besoin de beaucoup plus de gestionnaires de risques et des auditeurs, en quelque sorte. Clairement. C'est un changement qui se produit. On a besoin d'abord que ceux qui font les métiers classiques, encore de caissiers, de ceux qui vendent les crédits, etc., on a besoin que ces gens-là intègrent le fait qu'il faille faire des contrôles. Parce que le contrôle, ce n'est pas que l'affaire de quelques personnes qui sont spécialisées dans le contrôle. Le contrôle dans une banque, ça part du caissier jusqu'au directeur général, jusqu'à l'administrateur. C'est une stratégie globale de contrôle qu'il faut faire. Donc les caissiers, les chargés de compte, tout ça, ils ont des contrôles à faire. Ils doivent avoir des contrôles à faire. Moi, si je vais dans une banque haïtienne, je vais voir le caissier, je lui dis, c'est quoi les 4 contrôles que vous faites? S'il n'en fait aucun, problème. Voilà, pareil, le gestionnaire de compte, je lui dis, c'est quoi les 3 contrôles que vous êtes obligé de faire tous les matins? S'il me dit, ah ben non, j'en fais pas des contrôles ou je les fais tous les mois, problème. Et donc par rapport aux standards de banque française. Si après je vais voir, il y a un service, est-ce que vous avez un service contrôle interne? Ah ben non, non, il faut un service contrôle interne, clairement identifié. Combien de personnes vous avez dans ce service? Comment il est organisé? Quel contrôle il est chargé de mettre en place? Est-ce qu'il y a un audit interne? Oui, non. Et donc, il y a toute une série une checklist, je dirais, de la banque qui est bien sous contrôle et qui relève donc effectivement des recommandations réglementaires ou des injonctions réglementaires que nous avons eu à mettre en place après la crise. Parce que beaucoup d'éléments de la crise financière de 2008, dans les banques européennes, étaient liés à un défaut de contrôle interne et des défauts de gouvernance des risques. Donc tout ça, ça a été intégré, parfois durement, même les banquiers français trouvent, et européens trouvent que c'est trop dur, que les banques américaines sont parfois moins... Il y a moins d'exigences pour les banques américaines que pour les banques européennes, il y a tout un débat là-dessus. Mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de risque zéro et même si on ne pourra pas éliminer complètement le risque, le niveau de finesse et de granularité du contrôle a été multiplié par 2 ou 3.
Donc, par ricochet, vu que nos banquiers correspondants, on va attendre d'eux qu'ils fassent la même chose. S'ils ne le font pas, ils ne seront plus les Donc, banquiers correspondants. Si les banques locales devaient adopter ce checklist, à savoir les normes internationales, donc on n'a rien à craindre en quelque sorte. Disons, on n'a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Okay. Ça coûte de l'argent. Donc, il faut avoir la capacité à supporter ce coût additionnel. Ça, incontestablement, ça coûte de l'argent et ça ne va pas en rapporter. Enfin, ça ne rapporte pas énormément. Ça permet de maintenir l'existant.